Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de carte mentale, une carte mentale sur la biodiversité qui correspond au bilan du chapitre 1 que je traite avec les classes de seconde. Alors la première chose à faire avec la biodiversité, c'est de rappeler le contexte et de définir. La personne qui a défini le mot biodiversité, c'est un Américain, c'est Walter G. Rosen, et ce monsieur, il a défini ce mot en 1985. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on va le voir, c'est finalement le symptôme d'une prise de conscience, la prise de conscience qu'on avait un trésor, la biodiversité, et que malheureusement ce trésor était en train d'être pillé, détruit. C'est un néologisme, c'est-à-dire qu'il est construit sur la base de la contraction entre biologie et diversité, et on peut le définir d'une façon simpliste par diversité du monde vivant. Mais ça ne nous aide pas à définir de façon correcte, c'est un peu trop vague. C'est pour ça qu'on va identifier 3 échelles de biodiversité. Et on l'a dit, on a donc cette prise de conscience de cette qualité, cette importance de la biodiversité, et ça fait partie notamment des considérations en rapport avec le développement durable. Alors la biodiversité, pour la caractériser, il faut faire un certain nombre de choses. Pour découvrir de nouvelles espèces, il faut faire des expéditions. Il faut aussi faire des comptages pour estimer la diversité des populations, le nombre d'individus, le nombre d'espèces différentes. Certaines expéditions, et notamment en mer, découvrent de nouvelles espèces, de très nombreuses espèces. C'est le cas par exemple de l'expédition Tara qui est partie dans le Pacifique ou dans l'Atlantique. Alors, parfois, ces expéditions et ces comptages sont extrêmement difficiles. C'est le cas quand on travaille sur des lieux reculés, par exemple certains plateaux rocheux, notamment à Madagascar, hein, des plateaux qui sont presque inaccessibles. Évidemment, dans l'océan, hein, à forte profondeur. Et on a aussi des lieux qui peuvent être un petit peu plus extrêmes avec de la banquise, de la calotte arctique ou antarctique. Il y fait extrêmement froid, mais il y a quand même une petite biodiversité qui est très souvent méconnue. Et puis évidemment, il y a un monde qui est totalement sous-estimé au niveau biodiversité, c'est le monde microscopique, avec les virus, les bactéries, un très grand nombre d'éléments qui nous échappent totalement. Alors on a dit que la biodiversité se définissait à 3 échelles, et on va faire 3 échelles par ordre de taille. On va commencer par la plus grande. La plus grande, c'est les écosystèmes. Alors attention, écosystème, c'est souvent un mot qui est traduit comme le milieu de vie, c'est pas vrai, puisqu'en fait le milieu de vie, c'est ce qu'on appellera le biotope. Et en même temps, dans l'écosystème, il y a aussi la biocénose, et la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, c'est toutes les espèces qui y vivent. Alors pourquoi? Parce que finalement, un écosystème, ça ne peut être seulement le milieu de vie. Ça peut pas être juste de l'eau pour l'océan ou pour une rivière. C'est à la fois le milieu de vie et à la fois les êtres vivants. Une savane, elle a tout son sens, non pas parce que il y a juste de la terre et de la chaleur, c'est aussi parce qu'il y a des herbes, c'est aussi parce qu'il y a des lions, des lionnes, des oiseaux, des gazelles. Et ça forme un tout qui est indivisible, indissociable, c'est l'écosystème. Et ce qui est important, c'est d'avoir idée que dans cet écosystème, tout est en interaction, puisque les individus, les espèces qui sont présentes sont là parce qu'elles sont adaptées à cet écosystème. Il y a leur nourriture, il y a des températures qui leur permettent de vivre. Un ours polaire va pouvoir vivre sur la banquise, mais si vous le placez, même ne serait-ce que dans une forêt nord-américaine, il va être en souffrance parce qu'il ne sait pas survivre à ces températures. Alors on le voit, on a une deuxième échelle qui est un peu plus petite, qui est celle des espèces. Les espèces, c'est finalement l'échelle la plus évidente pour décrire la biodiversité, puisqu'on va pouvoir les compter. On sait qu'il y a actuellement 1,5 million d'espèces répertoriées, mais on estime, et on l'a dit parce que les comptages sont parfois difficiles à faire, qu'il y aurait 10 à 100 millions d'espèces. Alors, les espèces, elles vont se définir par 3 critères principaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ours polaire, un grizzly, un lion, un tigre, mais qu'est-ce qui définit une espèce? Eh bien, c'est déjà un groupe d'êtres vivants. Et ce groupe d'êtres vivants, eh bien, finalement, il doit présenter des ressemblances. Et ces ressemblances, elles sont liées au fait que génétiquement, ces individus sont proches, ils ont les mêmes cariotypes, ils ont les mêmes gènes. Par contre, on le verra, ils n'ont pas forcément les mêmes allèles. L'autre élément extrêmement important pour définir une espèce, c'est la nécessité d'être interféconds, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent se reproduire. Et puis enfin,
c'est pas le seul critère, puisqu'il y a un certain nombre d'animaux sinon qui vont échapper à cette règle. Il faut que la descendance des individus soit viable, c'est-à-dire qu'elle survive, et fertile, c'est-à-dire qu'elle soit à son tour capable de donner une autre descendance. Alors quand ce critère n'est pas respecté, on parlera d'hybride interspécifique. C'est le cas par exemple du mulet, qui est un hybride entre le cheval et l'âne, entre ces deux espèces. Alors il y a quand même des hybrides interspécifiques qui sont problématiques et qui remettent un peu en cause cette idée d'espèce. C'est parce que certaines espèces peuvent se reproduire et avoir des descendants fertiles, comme le pisli, comme le ligre. Le pisli, c'est un croisement entre l'ours polaire et le grizzly, et ça donne des individus qui sont fertiles. Alors ça nous amène à l'idée que l'espèce, c'est un concept qui est inventé par l'homme, avec ses limites et avec ses critiques. Donc c'est un concept qui est pratique, mais qui présente quelques exceptions, notamment ce qu'on appelle les hybrides interspécifiques. Alors on arrive à conserver ce concept intact, c'est simplement que si les hybrides existent, c'est que les espèces sont très proches, on parle parfois même d'espèces naissantes. L'ours polaire et le grizzly ont un ancêtre commun qui est compris entre 10 000 et 100 000 ans, donc c'est vraiment très récent à l'échelle de l'évolution. Et pour terminer, la troisième échelle de biodiversité, il s'agit de la diversité génétique. C'est finalement la diversité de chaque individu. Au sein d'une même espèce, il y aura une diversité extrêmement importante. Elle est dépendante surtout des allèles, et ces allèles vont déterminer des variations de caractère qui vont former des individus différents. Alors on aura aussi, entre l'espèce et les individus, la détermination de population, c'est-à-dire qu'il y aura des groupes d'individus qui vont avoir des caractéristiques assez ressemblantes, des caractéristiques précises, et qui sont liées finalement au fait qu'ils se reproduisent entre eux, qu'ils forment un groupe assez homogène au sein d'une espèce. Alors on revient sur la notion d'écosystème parce que, on l'a dit, la biodiversité est fragile, elle est menacée et finalement elle dépend en grande partie du climat, puisque les écosystèmes sont structurés par deux paramètres principaux, la température et l'humidité. Et on est d'accord, si le climat varie, ces paramètres vont changer et donc on risque de moduler toutes ces échelles de biodiversité qui sont toutes en interaction. Alors on l'a dit aussi, la définition du mot biodiversité, elle fait écho à une prise de conscience en rapport avec le développement durable, et finalement elle fait écho aussi à l'action de l'homme sur la biodiversité, et on va pouvoir lister notamment 4 actions principalement négatives. D'une part le réchauffement climatique, qui du coup agit directement sur tous les écosystèmes, que ce soit le biotope ou la biocénose. On a aussi les pollutions, avec la présence de lithium, de plomb, de pesticides, de mercure, pourquoi pas de radioactivité également. Tout ceci a des répercussions sur les individus, les espèces et les écosystèmes. Alors évidemment, dans les pollutions, on pourrait mettre CO2, j'ai préféré le placer directement avec le réchauffement climatique en particulier. Et puis il y a aussi un autre point qui est extrêmement grave, c'est la destruction des milieux, la destruction des écosystèmes en général, avec la déforestation, la construction de routes, de bâtiments qui détruisent finalement des milieux naturels. On a enfin la surexploitation, et cette surexploitation, c'est notamment la chasse, la pêche. Alors on le verra aussi avec le chapitre sur la sédimentation et l'érosion, l'utilisation très forte des sables. Alors il reste même encore un élément que j'ai pas listé ici, que j'ai oublié, c'est l'introduction d'espèces envahissantes, qu'on appelle aussi parfois invasives, c'est un anglicisme, notamment la tortue de Floride, le lapin en Australie, etc. Donc on est bien sur un équilibre qui est fragile, c'est-à-dire que tous ces éléments sont en interaction et supprimer quelques individus d'une espèce, supprimer une espèce dans son intégralité, ça va avoir des répercussions sur l'intégralité de l'écosystème, ça va le faire varier, ça risque même de le détruire. Et cet équilibre, il est fragile et il est aussi dynamique, il évolue en permanence, c'est-à-dire qu'au cours du temps, la biodiversité a varié énormément, et elle varie pourquoi? Finalement parce que les écosystèmes changent, notamment à cause du climat, et on s'en rend compte notamment avec la découverte des fossiles, les dinosaures, qui sont
finalement des espèces qui ont profité d'un climat très chaud au Crétacé, les mammouths qui au contraire, eux, ont profité plutôt de climats beaucoup plus froids. Et puis on a aussi parfois une évolution qui se fait de façon très brutale avec des disparitions majeures d'espèces, c'est ce qu'on appellera des crises biologiques. On a l'exemple très connu de la crise dans le Crétacé et le Tertiaire qui a eu lieu il y a 65 millions d'années et qui a contribué à l'extinction des dinosaures, mais aussi pourquoi pas des ammonites. Donc on a sur ces périodes-là 50 à 75% des espèces qui disparaissent. Et alors dans cette prise de conscience, on a aussi rajouté un mot à la biodiversité et à l'action de l'homme, hein, c'est qu'il y a eu 5 crises biologiques majeures et on pense que l'action de l'homme est telle qu'on est équivalent à une crise biologique, donc on serait en train de vivre la 6e crise biologique avec l'action de l'homme. J'en ai donc terminé avec cette carte mentale, il ne me reste plus qu'à la titrer. C'est donc la carte mentale biodiversité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.